Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous retrouvons comme tous les 15 jours notre écho des entreprises, le programme proposé par Odo Radio en partenariat avec Côte-Garonne Développement et d'ailleurs co-animé par Jacques Blouin, le directeur d'Haute-Garonne Développement. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jean-Christophe. Alors Jacques, ce soir au programme, il y a de nombreux invités autour du plateau. On va commencer à les présenter. Donc nous aurons Jacques Lacan pour l'association Saveurs Métis qui a ouvert un restaurant il y a quelques semaines à Lormont. Nous aurons Bruno Jarre pour la fondation Orange. Nous aurons Monsieur DS, directeur de la régie quartier pour la ressourcerie de Senon. Nous aurons aussi Monsieur Caïd pour l'atelier d'éco solidaire. Nous aurons aussi Monsieur Ménil, qui est le directeur du CREFOPS de Floirac, le centre de recrutement et de formation du personnel de sécurité. Et enfin, il ne faut pas oublier Anna Baz, qui est une couveuse d'entrepreneurs et qui sera représentée par Madame Laetitia Ferrand-Vihu. C'est bien ça, Laetitia ? Ferrand. D'accord. Je reprends. Par Madame Laetitia Ferrand-Vihu. Voilà. Donc, mais merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors Jacques, c'est vrai qu'on va faire ce soir un focus particulier, évidemment après notre agenda avec Alessandra et Loli Castillo. Ce soir, on va revenir sur le mois de l'économie sociale et solidaire. Jacques oui, Bouin. C'est un petit peu la façon dont on a voulu cette année recomposer l'émission L'écho des entreprises en donnant un certain nombre de point fort dans l'architecture de l'émission, notamment de revenir ou de donner un éclairage particulier sur les mois nationaux, les thématiques nationales. Et là, évidemment, au mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Alors c'est vrai, alors effectivement on va retrouver un peu partout en France et bien évidemment ici en région Aquitaine et en particulier sur l'agglomération bordelaise, en Gironde. Donc on va retrouver bon nombre d'événements et d'ailleurs je vous conseille d'aller voir sur le site de la communauté urbaine de Bordeaux où tous les événements sont recensés. Alors Jacques, peut-être qu'on va commencer comme d'habitude, on prend déjà des habitudes dans cette émission, par l'agenda. L'agenda, le rendez-vous économique par Alexandra qui nous propose plein de rendez-vous. Et oui, on a un agenda très rempli. Nous proposons pour ces 2 semaines à venir, en fait, on commence par les permanences pour la création, le développement et la reprise d'entreprises tenues par Haut-de-Garonne Développement. Et ça commence mercredi 6 novembre de 10h à 12h à la mairie d'Ambès. Aussi, vous pouvez le rencontrer jeudi 7 de 10h à 12h à la mairie de Saint-Loubès, mercredi 13 de 10h à 12h à la mairie de Saint-Vincent. Vous pouvez prendre un rendez-vous en appelant 05 57 54 32 50. Ensuite, mercredi 6 novembre, à partir de 19h, c'est la soirée emploi d'avenir organisée par le service public de l'emploi en région Aquitaine, à l'occasion du premier anniversaire de la création d'Emploi d'avenir, et oui, ça c'est fait, qui aura lieu à l'espace Darwin avec la présence du ministre du Travail, Michel Sapin. Donc si vous voulez voir le ministre, c'est l'opportunité d'y aller. Jeudi 7 novembre, c'est l'invitation soirée prestige entre adhérents des clubs d'entreprise de Senon, Bassins, Artigues près de Bordeaux, Ambarès et La Grave, Saint-Loubès et la communauté des communes du secteur de Saint-Loubès, Floirac et Coteaux-de-Garonne. À partir de 18h, c'est la visite de l'usine Ricard, dégustation des produits et buffet dînatoire à Lormont. L'inscription est obligatoire auprès de votre club d'entreprise. Et du 7 au 8 novembre, en fait, jeudi et vendredi, au Palais de la Bourse, un rendez-vous incontournable pour tout savoir sur les dernières tendances de la 3D collaborative et immersive. Cet événement s'adresse aux professionnels de l'industrie, tous secteurs confondus, utilisant la 3D dans leurs activités. Plus d'infos sur les sites www.aecom.org. Vendredi 8 novembre, c'est un café coaching co-organisé avec le plan local pour l'insertion et l'emploi, Pôle emploi de Senon. Rencontre entre plusieurs chefs d'entreprise adhérents au club des entreprises de Senon, représentatifs des secteurs d'activité et des personnes en situation de recherche d'emploi. Quelles sont les attentes des chefs d'entreprise en matière de recrutement ?
Le projet est centré sur l'accompagnement des participants du plan local pour l'insertion à l'emploi à passer le cap de l'entretien d'embauche avec succès. Vous voulez plus d'informations, vous pouvez appeler au 05 56 86 10 25 ou se rendre sur le site internet www.senon-entreprendre.org. Et on continue avec mardi 12 novembre, la semaine prochaine, de 9h du matin à 10h30, un petit déjeuner, acheter ou rester locataire. C'est très intéressant comme sujet. Au Centre d'information et de formation à Fleurac, le CIF. Cette rencontre sera animée par le cabinet d'expertise comptable FID Aquitaine et l'agence immobilière Tourny-Meyer. Vous pouvez confirmer votre présence au 05 57 54 32 50 ou par email contact@hdgdef.com. Et jeudi 14 novembre de 9h à 12h au Centre d'innovation et de formation CIF de Fleurac, au même centre en fait, un atelier thématique aura lieu et les thèmes abordés seront Entreprendre au féminin. Il sera animé par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles avec des témoignages de créatrices d'entreprises. Cet atelier est gratuit mais nécessite une inscription préalable. Vous pouvez appeler au 05 57 54 32 50 ou par email contact@hdgdef.com. Merci Alessandra. On vous retrouve dans quelques minutes donc sur des événements concernant le mois de l'économie sociale et solidaire. On va passer tout de suite, Jacques, à Oui. Jacques Lacan. Peut-être une petite présentation, Jacques Blouin. Oui, non, simplement, à chaque émission désormais, on a pris la bonne habitude, je trouve, de présenter une nouvelle entreprise du territoire. Et notre choix s'est porté, en cette heure de presque dîner, n'est-ce pas, sur l'entreprise Saveurs Métis. Et c'est Jackie Lacombe qu'on a le plaisir d'accueillir ici et qui va nous parler de son entreprise. Je vous laisse, cher Jean-Christophe, le feu des questions. Oui, alors bonsoir Jackie Lacombe. Alors vous êtes ici pour représenter l'association Saveurs Métis. D'ailleurs, voilà, c'est une association où vous êtes 4, je crois, à porter cette association et ce projet qui a vu le jour il y a déjà quelques années avec un service de traiteur pendant 4 ans, un peu plus de 4 ans. Hein. Oui, 4 ans et demi. Et donc aujourd'hui, vous avez ouvert votre restaurant à Lormont, donc avec 3 autres personnes. Vous pouvez citer, Jackie Lacombe, le nom des 3 autres personnes? Mes 3 autres collègues qui ne sont pas là, il y a Khadija Mekeri, il y a Fatia Ngadi et puis il y a Afsia Germit. Donc on le voit, des noms qui sonnent bon le sud, Jackie Lacombe. Donc alors, vous êtes d'origine très différente. Alors vous-même, vous êtes, je crois, originaire du Congo-Brazzaville. Oui, je suis du Congo-Brazzaville. Il y a Fatia qui est marocaine. Il y a 2 Algériennes, Afsia et Khadija. Voilà, donc on va dire une association internationale de talents culinaires qui a permis donc ce service de traiteur pendant plus de 4 ans, on le disait, et d'ailleurs qui vous a permis de constituer un capital. Pour ouvrir un restaurant aujourd'hui. Ça fait un mois qu'on est ouvert. On est ouvert à la place Auberny, 5 places Auberny. Et puis on est ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi à midi. Et vendredi. Le vendredi et le samedi midi et soir. D'accord. Mais cela ne nous empêche pas, le jour de la semaine, s'il y a des groupes qui veulent bien venir manger le soir chez nous, exceptionnellement, on ouvre aussi. D'accord. Donc, on le voit, un restaurant ouvert déjà depuis un mois. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots, grâce à ce capital que vous avez constitué pendant ces années où vous avez fait ce service de traiteur, qu'est-ce que vous a permis de faire? Je crois un prêt, d'une part, et donc du coup, vous avez acheté le fonds de commerce et vous louez les murs aujourd'hui? Oui, on loue les murs et puis en plus, on a fait beaucoup de travaux parce que le restaurant était dans un état vraiment qui ne correspondait pas à ce que nous, on voulait en faire parce qu'on est des femmes, on voulait quelque chose de gai, quelque chose de beau. On voulait pas faire un boui-boui, on voulait faire quelque chose où tout le monde se retrouve, qu'on n'arrive pas, qu'on dise, ouais, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs. Finalement, notre pays ici, parce que nous vivons toutes les 4 ici, chez nous, on va dans l'année qu'une fois. Donc, notre pays, finalement, c'est la France. Donc, on a voulu la faire à l'idée d'ici, quoi. Oui, alors, j'ai eu l'occasion de visiter le local il y a quelques jours, effectivement. Donc, il y a une très belle décoration. Pour ceux qui connaissaient le local il y a quelques années, effectivement,
ça n'a plus rien à voir. Et donc, vous avez fait toute une installation avec une cuisine toute neuve. Toute neuve, les installations, la peinture. On n'a pas touché au carrelage parce que ça nous revenait très très cher. Déjà, on a eu à mettre le mobilier neuf qui nous a été offert par la mairie de Lormont. Et puis nous-mêmes, on a fait un emprunt aussi. Et puis, par rapport, on a eu recours à un architecte qui s'appelle Jacques David, qui est un homme merveilleux qui nous a, à sa façon aussi, on n'a pas pu payer aussi les frais ces frais de, comment est-ce qu'on appelle ça ? Direction de travaux, peut-être. Oui, voilà. Donc, tous les jours, il a été là gratuitement. Et puis, c'est un très, très bel endroit. Très bien. Alors, pour nous donner peut-être envie de venir vous voir et voir d'un peu plus près, effectivement, cette installation, cette décoration, et puis surtout goûter votre cuisine. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu ce que vous proposez sur vos menus, sur vos cartes aujourd'hui, si on vient vous voir dans la semaine, qu'est-ce qu'on peut trouver Ça dépend de semaine, en fait. Les menus ne sont pas toujours les mêmes. Donc, dans la semaine, on peut faire 4 à 5 menus. Alors pourquoi ça ? Pourquoi c'est des menus qui changent justement ? Il y a une raison, on peut l'expliquer ? Oui, tout à fait normal, parce qu'on ne veut pas être cantonné à un seul menu, quoi. Il faudra, parce que le plus souvent, c'est les gens qui travaillent dans les environs et qui viennent presque tous les jours. Et si tous les gens, on leur faisait le même menu, ils ne reviendront plus. Donc c'est pour ça qu'on essaie de changer les menus différents. Alors je crois savoir, vous avez privilégié aussi des cartes en fonction des saisons, hein, justement pour toujours avoir des produits frais, de bonne qualité, et puis un prix moindre. Oui, le prix, franchement, il est attractif par rapport à tout ce que nous présentons, parce que nos produits, c'est des produits frais que nous allons nous-mêmes acheter au marché de Senon ou au marché de Bassins. Quelquefois, on va à Lidl et Carrefour. Alors aujourd'hui, on peut manger pour quel prix à peu près chez vous ? Le premier prix Le premier prix, il est à 12 € le menu, c'est-à-dire il y a une entrée, un plat et un dessert. Ah oui, donc c'est vraiment abordable pour le coup, 12 € le menu, entrée, plat, dessert. Voilà. Très bien. Alors pour en arriver là, on le sait, vous avez fait pendant 88 territoires, d'ailleurs vous aviez des clients importants, notamment des collectivités, des grandes institutions. Je sais qu'il y avait le conseil général, le conseil régional, la CAF. La CAF, le centre, comment est-ce qu'on appelle Oh mon Dieu. C'est pas grave. En fait, donc on a travaillé avec beaucoup d'institutions. Et pendant ce temps-là, vous êtes aussi formé justement avec le projet d'ouverture de ce restaurant. Oui, voilà. Alors, diverses formations. Non, au début, normalement, on voulait ouvrir un restaurant, mais comme on trouvait pas un endroit, on s'est dit on peut pas rester comme ça parce que il faudra que on fasse quelque chose. Et on s'est dit bon, on va faire traiteur en attendant qu'on trouve un endroit. Ça n'a pas été facile, ça a été très très difficile pour nous de trouver un endroit. Et le jour où on a trouvé un endroit. Après, donc les formations, par exemple, pouvez-nous dire de quelles formations vous avez eues ? Ouais, on a eu à faire des formations à l'INFA, à Beau Soleil. Et puis, on a fait aussi des formations cuisine. De cuisine, oui, des cuisines. Administration d'un restaurant. Oui, aussi, voilà. Et puis, on a voyagé aussi, on a eu des échanges culinaires au Brésil avec des grands chefs de là-bas. Et puis, au Canada aussi. Et puis, avec quelques chefs qui sont dans la région, parce qu'au début, c'est toute une histoire, je pourrais même pas... Bon, pour finir, avant de vous souhaiter bon courage dans votre entreprise, Jackie Lacombe, on peut parler de votre parrain, qui est une personne éminente sur la rive droite, voilà. notamment notre parrain, c'est notre parent, c'est Jean-Marie Amat. Et en fait, quand vous arrivez dans notre restaurant, vous allez voir sa photo. La première chose qu'on voit chez nous, c'est sa photo. Et puis en plus, en ce moment, on a eu des gens qui sont en train d'exposer chez nous. Et puis plus tard, on va faire des journées à thème et tout. Très bien. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Jackie Lacombe, en tout cas, on vous remercie pour toutes ces informations. On redonne peut-être l'adresse du restaurant et un contact, un téléphone, peut-être si on veut réserver. C'est ce que j'allais dire aussi, parce que c'est très important aussi. C'est la place Auberny, 5 places Auberny. C'est à Lormont, vers l'ancienne gendarmerie de Lormont. Et puis le numéro de téléphone, surtout, c'est très très important. C'est 06 46 66 49 86. Venez nombreux goûter à notre belle cuisine. Merci Jackie Lacombe. On le rappelle, donc le restaurant Saveurs Métis à Lormont. Oui. Jacques Blouin, donc on poursuit avec ce coup de projecteur sur l'économie sociale et solidaire avec une fondation, la Fondation Orange, Jacques. Alors, il y a d'abord, on a voulu inviter plusieurs personnes autour de cette thématique-là. D'abord la Fondation Orange, dont le délégué
régional aujourd'hui, et Monsieur Aujar, que nous allons recevoir tout à l'heure. Il y a aussi Monsieur Déhez de la ressourcerie de Senon, et puis Monsieur Caïd d'Éco-Solidaire. Tous trois donc vont nous brosser un portrait de ce que peut être l'économie sociale et solidaire. Et puis on terminera par l'agenda concernant nos rendez-vous avec l'économie sociale et solidaire. D'accord, Jacques. Alors, bonsoir Bruno Aujar. Alors, bonsoir. Vous êtes délégué de la Fondation Orange. Alors, évidemment, avant de nous présenter différentes activités, évidemment, selon différents axes, vous allez peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une fondation, finalement, quoi. La Fondation Orange, c'est une fondation entreprise, c'est-à-dire qu'on agit comme mécène auprès d'associations en lien avec nos métiers. C'est souvent l'idée, c'est de prolonger par une action solidaire. Donc en lien avec la communication, évidemment. Voilà, nous concernant, c'est la communication. Voilà, je pense que chez Danone, ce serait un autre axe. Et ce qui explique qu'on a choisi un certain nombre d'axes comme la solidarité numérique, c'est-à-dire l'utilisation du numérique en général pour créer ou maintenir du lien social. Oui, parce que souvent on oppose finalement les nouvelles technologies, le numérique avec le lien physique. Mais non, là, vous dites au contraire, on peut utiliser ce vecteur-là pour recréer, pour tisser du lien social, quoi. Voilà. Pas d'idéologie particulière là-dessus, mais on peut dire en effet les deux. Voilà. Mais nous, ce qu'on veut comme entreprise responsable, c'est de dire attention, le numérique peut aussi faire ça. Voilà. Et en effet, il peut aussi faire l'inverse, mais bien utilisé, il peut faire ça. Voilà. Alors, cette Fondation Orange existe depuis combien de temps maintenant, à l'échelon national et ici, en plus particulièrement en Gironde? Alors, au niveau national, à l'époque, c'était la Fondation France Télécom depuis 1987. Le fameux opérateur historique. Voilà, en effet, qui l'est toujours, mais qui a changé de nom et en effet, qui est devenu un peu plus privé, en effet. Et localement, c'est assez récent. Les délégués en région, ils sont présents depuis 2 ans. Voilà. Et ce qui est aussi une façon d'affirmer que cette entreprise est aussi une entreprise locale, alors certes de taille importante, mais enfin, sur le périmètre qui est le mien, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, c'est quand même 7000 collaborateurs. D'accord. Pour la fondation, vous parlez de la... Alors pas de la Fondation Orange, d'accord. Mais des collaborateurs qui travaillent dans le groupe Orange, c'est 7000 personnes, quoi. Et donc, voilà, nous sommes aussi des acteurs locaux, et par une action de mécène, on veut aussi dire qu'on agit localement sur les sujets que... Voilà. Alors quand vous parlez de solidarité numérique, c'est évidemment un axe fort, mais ce n'est pas le seul. Vous vous intéressez beaucoup à l'insertion professionnelle et notamment celle des jeunes. Voilà. Alors plus exactement, là, on a thématisé les appels à projets solidarité numérique, puisqu'on voit que la solidarité numérique peut agir sur plein de sujets, en faisant bénéficier notre soutien des projets visant l'insertion professionnelle des jeunes. Voilà. C'est ce qui nous a fait aider Habitat Jeunes Le Levin, par exemple, ou le Diaconat de Bordeaux, des structures comme celle-là, Trisomie 21 Gironde, voilà, sur des sujets. L'handicap est aussi un cheval de bataille. Alors là, voilà, absolument. C'était à la fois le handicap et l'insertion professionnelle, évidemment, en milieu protégé de jeunes. Et là, on a soutenu ces associations, en effet. Alors, on parlait de handicap. Vous avez une action plus particulièrement qui touche un handicap bien connu, celui de l'autisme. Voilà, en effet, on soutient la cause de l'autisme depuis 22 ans. Le lien avec notre métier, c'est que c'est un trouble de la communication. Et voilà, on soutient l'équipement de structure, on soutient la formation des personnels, on soutient les familles, et on soutient tout particulièrement l'utilisation du numérique pour l'éducation et l'insertion professionnelle et sociale des jeunes autistes. Là, il y a des avancées vraiment significatives avec les tablettes numériques, qu'on essaye de... On sait qu'il y a beaucoup à faire encore. Ah oui, il y a beaucoup à faire sur ce sujet-là, en effet. En tout cas, vous êtes présent et vous soutenez les projets. Alors, comme on le disait, c'est bien de le rappeler, justement, on est toujours dans le champ de l'économie sociale et solidaire, donc à travers des appels à projets destinés à des associations qui répondent effectivement à ces axes. Et dans ce cas-là, vous soutenez financièrement leurs projets. En tout cas, après qu'on en ait débattu en jury. Bien sûr, et que ça a été validé. Bien sûr, voilà, absolument. Donc, il y a un soutien financier pour la réalisation de ces projets. Ça, on va parler d'un axe fort. Mais il y en a d'autres. Juste avant d'y revenir, je voulais savoir aussi, vous avez une action aussi qui concerne la musique vocale. Et c'est vrai qu'on a un grand opérateur culturel ici à Sedan. Évidemment, tout le monde connaît le Rocher de Palmer maintenant. Et pouvez nous en dire un mot, justement ? Voilà, c'est le 3e axe, solidarité numérique, autisme et musique vocale. Tout simplement parce que c'est ce qu'on transporte dans nos tuyaux, entre autres. Et on soutient la pratique de la musique vocale professionnelle. Donc, c'est des scènes lyriques, des opéras ou des scènes, en effet, comme le Rocher de Palmer,
concernant le Rocher de Palmer, c'est la deuxième année qu'on soutient une partie de leur programmation, en effet, qui est à toute voix, donc la saison vocale du Rocher de Palmer. Il y aura Brigitte Fontaine, par exemple. Très bien, un concert qui arrive, je crois, très rapidement. Alors, on le voit, plusieurs axes et plusieurs formes de soutien. Alors, il y a le soutien financier, on l'a déjà abordé, donc à travers une réponse, un appel à projet. Donc ça, c'est un soutien direct. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi du prêt de personnel ressources, alors concernant le bénévolat, mais concernant aussi les salariés à travers du personnel que vous prêtez, vous, personnel compétent en lien avec vos métiers, évidemment, toujours autour de la communication, à des associations et qui leur permettent finalement d'augmenter leur niveau de qualification, et tout ça gratuitement, c'est bien ça ? Ouais, absolument, oui. Alors c'est toujours une action généreuse au sens où elle est gratuite, mais là en effet c'est pas de l'argent, hein, mais c'est du temps et de la compétence donnée par nos salariés sur leur temps personnel, hein. Donc là c'est du bénévolat pour aller animer des ateliers sur le numérique par exemple, pour citer des associations locales, Promo Femmes, Force Femmes, Unicité, voilà, sont des associations bénéficiaires. Unicité qui porte, une des associations qui porte le contrat civique. Absolument, exactement. Et puis, il y a aussi une autre forme qui est le mécénat de compétences, où là, il s'agit de mettre à disposition pendant une longue durée, jusqu'à 3 ans, un salarié payé par Orange pour mener une action, pas forcément en lien avec le numérique, hein, mais sur un besoin qu'a l'association. Ça peut aller du contrôle de gestion à l'installation d'un site web. Donc on le voit, un soutien important là, parce que 3 ans, mais la mise à disposition de nos salariés d'Orange, 3 ans, voilà, dans une 3 structure. 3 ans à mi-temps, enfin ça reste quand même quelque chose de notable. Et c'est vraiment pour des entreprises d'économie sociale et solidaire ou pour tout type d'entreprise ? Non, c'est pour des associations. D'accord. Ouais, voilà, bien sûr. Et là, c'est la limite en fait de notre action. C'est-à-dire que nous, comme mécènes, on est tenus de faire ça compte tenu de la législation, vis-à-vis d'associations loi 1901, déclarées d'intérêt général, etc. Et oui, parce que derrière le mécénat, entendons-nous bien, Bruno Ojard, il y a une défiscalisation, évidemment. La Fondation Orange soutient financièrement, investit en payant ses salariés qu'elle met à disposition de structures, mais derrière ça, cet argent-là est défiscalisé à hauteur de combien déjà, justement ? Je ne suis pas spécialiste, mais disons 60%. 60%, d'accord. Donc... Jacques, vous vouliez rajouter un mot peut-être ? Non, mais je crois que c'est effectivement à cette hauteur-là. Simplement, votre fondation me fait penser à un organisme qu'on recevra bientôt. J'espère dans 15 jours, Michelin Développement France, qui soutient elle aussi à sa manière des TPE-PME. Cette fois, ce pas des associations, c'est des TPE-PME. En faisant un peu de la même manière que vous, c'est-à-dire qu'il y a un apport de finances, mais il y a aussi un apport en expertise, de cadres. Ouais, à travers la mise à disposition de personnel de Michelin. Hein. Donc on les recevra, mais très intéressant. Mais du coup, on a les deux axes, là, une dans le privé, là pour effectivement les associations et le champ de l'économie sociale et solidaire. Alors peut-être un contact, je crois savoir qu'il y a un appel à projet, enfin le futur, donc pour 2014, certainement qui va être bientôt mis en ligne. Alors comment on peut se renseigner ? Je n'ai pas les dates précises, mais disons novembre. Mois de novembre. Sur l'appel à projet Solidarité numérique. Tout ça est documenté sur notre site web Fondation Orange, www.fondationorange.com. Voilà. Et mon contact, Bruno Ojard, bruno.ojard@orange.com. Très bien, mais en tout cas, on vous remercie beaucoup, Bruno Ojard, pour ces explications. Jacques, on passe à notre invité suivant. Donc, L'invité suivant, c'est la ressourcerie de Senon. Il nous a semblé vraiment important de donner un coup de projecteur et de donner la parole à Monsieur Dehaze, qui dirige cette ressourcerie, qui, à notre... d'après nos informations, fonctionne très bien. On a voulu la mettre en avant, profiter de ce mois de l'économie sociale et solidaire pour donner la parole à un acteur local aussi sur le territoire des Hautes-Garonne. Voilà. Très bien. Alors bonsoir, Monsieur Dehaze. Bonsoir. Alors comme disait Jacques, vous êtes le directeur de la régie de quartier, hein, c'est ça. Et là, on va faire plus spécifiquement un focus sur la ressourcerie de Senon. Alors c'est vrai, on entend de plus en plus parler depuis quelques années de ressourcerie ici à Senon, là-bas à Bordeaux, à Artigues. On en a parlé récemment, Jacques, dans notre émission. Alors, en quelques mots, Monsieur Dehaze, qu'est-ce que c'est qu'une ressourcerie ? C'est un endroit où on se ressource ? Ou alors c'est les objets qui trouvent une nouvelle vie ? Expliquez-nous. Oui. Dans le cas d'espèce, ce sont plutôt le mobilier et le textile, mais surtout le mobilier, que nous récupérons donc auprès de 2 particuliers qui nous contactent pour nous proposer leurs meubles, ou dans le cadre d'enlèvement d'encombrants pour le compte des bailleurs sociaux
des quartiers de ce nom. Alors, premier message peut-être à faire passer à ce moment-là d'interview avec vous, c'est ne cassez pas vos anciens meubles, ne jetez pas par la fenêtre, essayez de les déposer le plus soigneusement possible, ou même dans certains cas, vous pouvez directement appeler la ressourcerie. Oui. D'ailleurs, peut-être on peut en profiter pour donner déjà le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, je ne le connais pas, mais il est dans l'annuaire. Bon, d'accord, ressourcerie de ce nom. C'est de ma faute, j'aurais dû le chercher, monsieur Deleste. En tout cas, voilà, ressourcerie de ce nom. Régie de quartier, sinon, régie de quartier. Oui, c'est la régie de quartier, mais sous le nom de ressourcerie, oui. C'est un numéro vert. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes créé depuis combien de temps, la ressourcerie ? La ressourcerie, 3 ans. 3 ans. Oui. Donc vous commencez à avoir quand même un petit peu de recul. Vous êtes à combien d'employés déjà ? Parce qu'il a fallu recruter finalement. Il a fallu recruter, il faut des personnes pour faire tourner cette ressourcerie. La ressourcerie, c'est 7 personnes actuellement. À temps plein À temps partiel. Temps partiel ? Oui. Donc certains à temps plein, d'autres à temps partiel. C'est les emplois qui ont été créés justement grâce à cette boucle vertueuse qui a été créée. Donc récupérer des vieux meubles, vous faites aussi un petit peu le textile, et là leur redonner vie. Oui. Enfin, je précise que ce sont des emplois d'insertion. D'accord. Nous sommes une structure d'insertion professionnelle. Tout à fait. Donc il y a un volet insertion où le réemploi ou le recyclage, réemploi du meuble, c'est-à-dire que nous remettons en état le meuble et nous le revendons sans modification, ou le recyclage, on peut réutiliser le meuble pour le transformer. D'accord. Donc vous pouvez faire les deux. Donc il y a un atelier, on imagine. Nous avons un atelier qui lui est situé quai de Brazza, en face du pont Chabandelmas. D'accord, donc là il y a les chevilles ouvrières, on va dire, qui redonnent vie à cette matière. Et évidemment, par la suite, on imagine que la boucle se finit par la vente de ces objets-là, ou de ce textile-là. Voilà, nous vendons dans notre boutique qui est donc à la place Beaumarchais à Senon. Très bien, donc une boutique où un salarié est là et aux heures boutique normale, du lundi au vendredi. Voilà, du lundi au vendredi, sauf le lundi matin. Très bien. Et donc là, on peut aller visiter la boutique. Voilà. On imagine aussi qu'il y a un roulement là, parce qu'effectivement, ça rentre, ça sort, il y a des nouveaux meubles comme qui arrivent. Boutique, hein. Voilà. On a l'équivalent d'une boutique. Donc il ne faut pas hésiter à venir vous voir plusieurs fois dans l'année si on cherche quelque chose en particulier. Voilà. Et la ressourcerie est aussi notre activité qui est une activité de lien social où, place Beaumarchais, nous organisons des ateliers participatifs. C'est-à-dire nous aidons les habitants donc dans la remise en état de leurs meubles. D'accord. Et ainsi que tout un travail autour du textile aussi. On les aide aussi dans des ateliers couture. Donc on le voit bien, il y a vraiment une dimension aussi économique. Alors il y a la dimension d'insertion professionnelle, vous le disiez, mais une dimension économique parce que les personnes vont pouvoir accéder à du mobilier à faible coût. Oui, ce sont des mobiliers à faible coût. Et en même temps, vous formez aussi ces personnes, pour ceux qui le souhaitent, à travers ces ateliers créatifs, donc à transformer eux-mêmes finalement leur environnement avec des cours pratiques de décoration. Voilà. Pas forcément de décoration, c'est plutôt atelier déco solidaire, mais nous, ce serait plus de réparation et de remise en état. Très bien. Bon, mais très bien. Jacques ? Non, est-ce qu'il y a un objectif d'accroissement, de croissance qui est visé ? L'objectif ne passe plus par la ressourcerie de ce nom, mais va passer par un projet qu'on appelle R-Cube, R puissance 3, réseau de réemploi des deux rives. Alors c'est intéressant, là vous mutualisez donc plusieurs ressourceries, les moyens de plusieurs ressourceries. Disons, c'est parti plutôt d'une association des régies de quartier de l'agglomération, Bacalan, Lormont et Senon, avec comme notre partenaire Domo France, le bailleur social, et ainsi que la Cube. Donc actuellement c'est une association de préfiguration, dont l'activité va démarrer, on pense, en décembre, en récupérant, on va dire, les encombrants sur les 3 quartiers de Lormont, Senon et Bordeaux-Bacalan. Et ensuite, courant 2014, cette association de préfiguration devrait devenir une société coopérative d'intérêt collectif, associant les mêmes partenaires, plus des collectivités comme la mairie de Senon, ou d'autres comme la mairie de Lormont, ainsi que des partenaires un petit plus extérieurs, mais qui seront des partenaires en termes de recyclage, comme Envie, le réseau Envie, l'électroménager, l'entreprise adaptée Élise pour le papier, etc. Relais, etc. sont aussi pressentis pour former, on va dire, un pôle mutualisé. Oui, c'est ce que je disais. On assiste à la naissance d'un pôle. Là. Voilà, les régies récupèrent le champ d'intervention des régies, c'est les quartiers sociaux, récupèrent des encombrants dans ces quartiers et sont amenés sur le site de quai de Brazza. Et donc, à partir de là, certains sont traités en termes de réemploi par la ressourcerie, de Senon ou d'R-Cube. Et une autre partie, telle que le papier, sera traitée par Élise, l'électroménager par Envie 2E et puis par d'autres partenaires, etc. à terme.
Donc l'objectif, c'est bien une croissance, non seulement une mutualisation, puis aussi une croissance en nombre d'effectifs aussi, de marché d'effectifs. Oui, à terme, assez rapidement, Aircube pourrait être une dizaine de salariés en plus. Alors ça correspond à une idée qui se répand de plus en plus, donc de moins jeter, de moins gaspiller, et finalement de moins de récupérer ce qu'on pourrait jeter. Alors c'est peut-être c'est quoi? C'est la décroissance, c'est une croissance différente, c'est une autre économie finalement, c'est une alternative à notre économie ultra productrice, consommatrice et aussi finalement gaspilleuse, quoi. Oui, il y a deux aspects. Il y a cet aspect-là de réutiliser du mobilier ou des équipements. Et il y a l'autre aspect aussi, ça va être l'utilisation finale de ces encombrants. Puisqu'il y a tout un travail aussi de tri des déchets. Au lieu de les amener en déchetterie où finalement ils sont détruits, une partie va être récupérée. Donc pour être recyclé finalement. Pour être recyclé, il va y avoir la partie métal, la partie bois, etc. Il y a tout ce travail-là, et ça veut dire ça va réduire. C'est recréer de la matière, mais la matière aussi, quoi. Ça va réduire le coût de traitement des déchets. C'est un gros problème. D'accord. Jacques, voilà un témoignage intéressant, mais c'est vrai que on le sent, on sent que ces ressourceries, on le vend en poupe en ce moment. Alors effectivement, il y a une situation de crise économique et sociale qui finalement, qui sert bien, on va dire, cette proposition. Mais je pense qu'il y aura une vie, quoi qu'il arrive, à ce type d'alternative de consommation après post-crise, si on en sort un jour. Bien sûr. Non, on va passer à autre chose, Jacques. Mais donc, toujours sur le même sujet. Sur le même sujet, on a souhaité inviter donc Déco Solidaire, et M. Caïd va nous expliquer en quoi c'est Déco Solidaire. Mais déjà, ce que nous a expliqué M. DS tout à l'heure, c'est que en ce qui concerne la ressourcerie de Senon, c'est vraiment la récupération et la rénovation, la restauration des meubles. Chez Déco Solidaire, il y a de la décoration. Il n'y a peut-être pas que ça. Voilà, donc on a des artistes donc aussi de ce côté-là de la table. Donc alors, bonsoir Monsieur Caïd. Donc on l'a dit, vous êtes directeur d'atelier Déco Solidaire. Alors en quelques mots, présentez votre structure et puis depuis quand vous avez créé Atelier Déco Solidaire? Oui, bonjour. Alors je suis un très mauvais représentant parce que 70% sont des femmes qui portent le projet de l'association. C'est souvent le cas dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est ma fonction de porte-parole mais c'est en effet c'est une activité très très féminine. L'association a été créée aussi en 2010. Elle est en fait la rencontre, si vous voulez, de porteurs de projets et aussi des problématiques territoriales de déchets qui sont extrêmement conséquents ici au niveau national, de savoir comment justement ces déchets, avec les obligations qu'a imposé le Grenelle et aussi l'Europe en termes de réduction de déchets enfouis ou brûlés, on pouvait générer une économie qui soit sociale, puisqu'on crée de l'emploi, notamment en insertion, comme l'a dit la ressourcerie de Senon. Je crois savoir, vous avez 10 employés aujourd'hui. Oui, tout à fait. On a 10 contrats de travail, avec aussi des services civiques, et aussi on porte des projets d'entrepreneurs, puisqu'on porte des projets de créateurs en résidence, en fait. Donc, comment on génère une économie donc sociale et solidaire à partir de matières qui étaient destinées au rebut. Donc, tous ceux qui ont eu à être en face de ce qu'on peut jeter, que ce soit dans les industries, chez les particuliers, sont tout à fait éberlués de voir la qualité de ce qui peut être détruit. Et donc, sur cette base de qualité détruite, il y a tout un volet social avec, en effet, on génère un pouvoir d'achat chez des gens qui sont en difficulté et qui peuvent s'acheter des livres, des vêtements, de la vaisselle, du mobilier à très bas coût, puisque ces matières, on les a pas achetées. Voilà. Et il y a cette valeur ajoutée que finalement c'est créatif. Et voilà, donc une autre activité économique complémentaire qui génère plus de ressources, donc qui du coup facilite le modèle économique pérenne, malgré qu'on soit en collaboration avec la collectivité et qui nous aide à mettre en œuvre cette démarche, évidemment. Cette valeur ajoutée qui est là du temps de travail, et que ce temps de travail qui est rémunéré génère de l'emploi, et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui avec 10 salariés
salariés et un potentiel en effet. Enfin, je crois que le développement important. Voilà, pourtant la Cube a identifié 2000 tonnes de déchets réutilisables. Nous, quand on récupère une tonne, on génère 2000 € de ressources. Donc, toutes les ressourceries sont pas à même de générer 2000 € de ressources, mais ça donne quand même un potentiel économique d'intérêt général qui est très très fort parce que ces déchets d'habitude vont à la destruction. Alors, je crois savoir que justement dans le cadre de ce développement, vous avez mis en place là un atelier avec une surface adaptée, on va dire, à l'échelle du territoire. Il y a déjà 2 boutiques où on peut retrouver les objets à la vente, mais pas seulement des objets d'ailleurs. Oui, c'est ça. Le projet dès le départ, en 2010, c'était d'être un centre ressources et comment on réfléchissait avec un certain nombre de citoyens à pouvoir développer tous les axes potentiels de cette activité, puisque les ressourceries sont fondées sur 4 activités: la collecte, la valorisation, nous notamment créative, la vente et la sensibilisation. Et donc, on a démarré en effet par une boutique du Grand Parc dans un quartier sensible. Donc, comment on apporte en effet des équipements, comme on dit, mais aussi du lien social, parce que là aussi, c'est énormément de cultures qui se croisent dans ce lieu parce qu'ils ont tous dans le même intérêt de trouver des équipements à bas coût. Et puis aussi, enfin, je dirais tout ce que ça génère autour, comme disait la ressourcerie de ce nom, de pouvoir créer des ateliers habitants, enfin, que les gens se retrouvent aussi sur la valorisation créative ou la réparation, et aussi tout ce qui est le champ du milieu scolaire avec les enfants, comment on les interpelle justement en pratiquant des activités créatives avec des matières au rebut, les collégiens, les lycéens, les étudiants. Je suis venu justement avec un collaborateur qui était il n'y a pas encore longtemps étudiant et qui, c'est cette génération, enfin je veux dire, qui va s'investir là-dessus. Oui, Florent Lafitte qu'on salue d'ailleurs. Hein, Florent. Voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui 10 employés, peut-être demain un peu plus. Alors aussi, si le tout va potentiel bien, est très très important parce que, en effet, il y a la ressourcerie de ce nom. Il y en a une autre à Bordeaux qui s'appelle Récupère. Nous, on est sur Bacalan. Et comme je vous disais tout à l'heure, 2000 tonnes qui sont identifiées réutilisables directement. C'est des potentiels qui sont en effet générateurs d'emplois. Par contre, ils se génèrent pas tout seuls. C'est-à-dire que c'est des investissements et c'est des travaux qui nécessitent une volonté politique. Et alors justement, vous avez quand même un soutien financier. On peut remercier quelques partenaires. Oui, tout à fait. La mairie de Bordeaux a été à l'initiative de notre projet. Ensuite, la Cube a pris le relais puisqu'elle a la compétence déchets. Et donc, elle nous fournit un bâtiment, si vous voulez, sur Bacalan, en effet de 1200 mètres carrés, qui est absolument inaccessible, évidemment, à une association. Donc, on travaille avec des bailleurs, c'est toute cette perspective, si vous voulez, collaborative qui générera ces emplois. Alors, vous avez un site où on peut aller voir peut-être ce que vous proposez à la vente. Oui, alors j'espère qu'il sera réparé demain matin parce que j'étais dans la logique Maven Austin. Bon, sinon on donne l'adresse du site, c'est www.atelierdécosolidaire.com, qui est notre site. On est sur Facebook aussi. Et aussi, on crée des événements créatifs. Donc, on peut suivre l'actualité sur le réseau complètement. Facebook. On est sur le Grand Parc dans le centre commercial et aussi sur rue Lamotte-Piquet sur Bacalan. Bon, très bien. On vous remercie, Monsieur Caïd, pour toutes ces informations concernant votre association Atelier Déco Solidaire. On poursuit, Jacques, et on poursuit avec une autre invitée, Anna Baz. Alors, avant Anna Baz, si vous voulez bien, Jean-Christophe, on va, pour terminer un petit peu ce focus sur l'économie sociale et solidaire, proposer les rendez-vous maintenant. Et c'est Alexandra qui va nous redonner toute une série de rendez-vous sur cette thématique, parce qu'à Bordeaux, sur la Cube, il y a vraiment beaucoup, pendant ce mois de novembre, beaucoup Je suis désolé, Alexandra, je vous avais oublié. Décidément. Donc, allez-y, c'est à vous. Merci beaucoup. Et bon, je voulais dire avant, ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas prendre note de tous ces rendez-vous, parce que bientôt, à la fin de cette émission, je vais vous donner le site. Nous avons une page Facebook sur laquelle vous allez pouvoir retrouver tous les rendez-vous et de notre agenda éco des entreprises, et aussi vous allez retrouver des photos, des informations sur tous nos invités et tout ce qui se passe ici dans cette émission, que c'est très intéressant. Très bien, Alessandro. Pour continuer avec notre agenda, et on continue avec l'affiche de Bordeaux, l'adresse emploi des étudiants et des gens diplômés qui organisent les modules affiches. Jeudi 7 novembre de 14h à 17h, comment organiser la recherche de son premier emploi. Mercredi 13 novembre de 14h à 17h, optimiser son CV.
Jeudi 14 novembre, dès 14h à 17h, rédiger ces lettres des candidatures. C'est très important pour les jeunes. Donc, tous les modules ont lieu à l'affiche de Bordeaux. Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance par téléphone au 05 57 14 25 00 ou par email à bordeaux@affiche.org. Affiche, ça s'écrit A-F-I-J. Et on finit avec notre rendez-vous samedi 16 novembre de 10h30 à 18h30. Toute la journée, c'est la journée Jeunesse et Solidarité Internationale à la IUT Michel de Montaigne, Bordeaux. Un événement qui permettra aux acteurs de la solidarité internationale et aux gens de se rencontrer autour d'ateliers, de débats et de témoignages. Cette journée sera l'occasion de promouvoir et de découvrir les différentes formes, motivations et dispositifs d'engagement. Plus d'informations sur www.lasemaine.org. Merci Alexandra. Alors effectivement, on s'arrête au 16 novembre pour cause et notre prochaine émission aura lieu le 18 novembre, donc on vous donnera le déroulé de l'agenda. Exactement. Lundi 18 novembre. Alors Jacques, je disais oui, j'étais un peu trop pressé. Je disais on va retrouver Anabase. Anabase, ben oui, parce que à chaque émission, n'est-ce pas, depuis le début de l'année, de la saison, on donne la parole aussi, on fait un coup de projecteur sur un projet porté par une ou des collectivités. Là, projet d'hébergement ou de développement d'entreprise. Or, sur le territoire ici, nous avons bien sûr Copalpha, qui est une couveuse d'activité, mais sur le territoire aussi de Bordeaux, de la Cube, nous avons Anabase, qui aussi accueille des gens de notre territoire ici, dans sa structure. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé important de leur donner la parole par votre intermédiaire, Jean-Christophe. Très bien, donc voilà, nous avons invité et nous saluons, nous disons bonsoir à Laetitia Ferrand-Vihu. C'est ça. Bonsoir. Donc voilà, Anabase, couveuse d'entrepreneurs ou d'entrepreneurs aussi. Alors c'est vrai, on connaît bien le concept de pépinière, on l'a déjà abordé dans cette émission. Mais alors justement, la couveuse c'est différent. On a l'impression que c'est avant donc la pépinière, c'est ça ? C'est ça. Alors expliquez-nous ce que c'est un peu qu'une couveuse en règle générale avant de revenir sur la vôtre, Anabase en particulier. Une couveuse permet à des créateurs d'entreprises de tester leur projet d'entreprise avant d'être immatriculés. Donc ils utilisent pour cela le numéro SIRET de la couveuse. Contrairement à une pépinière où ils sont immatriculés et en plus c'est un hébergement physique, ce qui n'est pas le cas de la couveuse qui propose un hébergement juridique. Très bien. Donc on héberge leur activité, ils la testent, ils sont dans une situation d'entrepreneuriat réel, étant donné qu'ils achètent, ils produisent, ils vendent, ils gèrent. Et pour cela, ils sont encadrés par un référent. Ils sont dans un espace collectif qui leur permet de développer du réseau. Ils bénéficient de formation, ils bénéficient d'un accompagnement administratif et comptable. Donc c'est tout cela la couveuse. Et donc cet accompagnement peut durer combien de temps ? Alors on est dans un cadre législatif avec le CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise, qui est un contrat de droit commun qui peut durer jusqu'à 36 mois. Donc 3 ans. 3 ans. La moyenne c'est 12 mois. 12 à 18 mois. Et après, donc, entre 12 et 18 mois ou plus 36 mois, le poussin sort de l'œuf. Alors c'est ça. Le jeune créateur ou la jeune créatrice, voire les porteurs de projets sortent et ils peuvent faire leur pas tout seuls. Alors. Voilà, c'est ça. Ça consolide donc leur parcours, puisqu'effectivement, on a 60% de création d'entreprise à la sortie de la couveuse. Donc, ce qui est un bon taux de réalisation. Donc, sécurisation de parcours, test grandeur, on va dire, grandeur réelle. Voilà, on apprend à entreprendre. Si on est plusieurs associés, ça nous permet aussi de se tester. On teste l'association, ce qui n'est pas vain, parce qu'il y a pas mal de situations compliquées sur les créations de sociétés. Avec un soutien de personnes ressources pendant tout l'accompagnement. Voilà, de comptables, de conseillers à la création et au développement d'entreprise, mais accès aussi à un réseau aussi, votre réseau. Voilà, mais aussi de spécialistes, parce qu'à la couveuse, donc il y a des experts comptables, il y a des experts juridiques, il y a des spécialistes sur le marketing, sur la communication. Alors comment on peut venir chez vous ? Il faut passer par un comité qui valide ou pas le projet. Voilà. Alors la porte d'entrée, c'est une réunion d'information. Il y en a une chaque deuxième mardi du mois, 14h30. Il faut s'inscrire sur le site internet de la couveuse. Alors donnez-nous l'adresse. www.couveuse-anabase.org.
D'accord. Donc comme ça, on présente là sur cette réunion tout le fonctionnement de la couveuse. Ensuite, on remplit un petit dossier qui n'est pas très compliqué, qui est en ligne également. Et effectivement, vous rencontrez des conseillers. Une fois que le dossier est bien solide, la personne doit être en situation de production pour pouvoir entrer dans la couveuse, sinon il n'y a pas de test si on n'est pas en situation. Et à ce moment-là, la personne rencontre effectivement une ou deux personnes du conseil d'administration, notamment la présidente, pour pouvoir valider leur entrée au sein de la couveuse. D'accord. Et du coup, une fois que cette entrée est validée, il y a un référent qui les suit vraiment. Oui. Il y a une personne qui est désignée, il y a un suivi personnalisé, je veux dire. Il y a un suivi qui est personnalisé avec un référent. Il y a tout le réseau effectivement qui vient compléter cet accompagnement. La couveuse, c'est pouvoir participer à des événements que crée la couveuse, mais aussi aux événements où la couveuse est invitée. Donc c'est un accélérateur de réseau. On fait des rencontres, on rencontre des spécialistes et on s'aguerrit avant de prendre la décision de créer. Alors qu'est-ce que ça coûte à la jeune entreprise ? C'est une adhésion ? C'est un loyer mensuel ? Pas du tout. Bon, Alors, il n'y a pas d'hébergement physique, voilà, on l'a dit. Juste un hébergement juridique avec l'utilisation du SIRET de la couveuse, mais ça a un coût pour... Oui, tout à fait. Alors classiquement, on pratique tous comme ça, on prélève 10% sur leur chiffre d'affaires pour les prestataires de services, 10% sur la marge brute quand il y a du négoce. Oui, donc il faut bien les accompagner alors. Voilà. En général, ils nous quittent quand ils commencent à gagner de l'argent. Donc, donc on les accompagne bien, mais c'est pas forcément pour rentabiliser la couveuse. C'est un dispositif qui est financé. Et du coup, vous avez un retour, Laetitia, sur les entreprises qui ont, finalement, dans leur activité, ont été rendues pérennes 3 ans après la sortie de la couveuse. Vous savez, vous avez un pourcentage ou pas finalement ? Alors, nationalement, puisque les couveuses, il y a un réseau, l'Union des couveuses au niveau national, ça existe depuis plus d'une dizaine d'années. Nationalement, il y a un taux de 80% au bout de 3 ans, ce qui est pas mal. Et nous, on a un taux qui est au-delà, étant donné que la couveuse, elle a été créée en 2009. Donc, les premières sorties ont eu en 2010. C'est plus récent, oui. Elles sont toujours d'actualité. Donc, pour l'instant, vous êtes pas loin de 90%. 100%. Oui, on a 100%. Très bien. Mais c'est parce qu'on n'a peut-être pas assez de recul. D'accord. Peut-être pas. Enfin, tout de même, on voit que ça fonctionne. Ça permet quand même de bien se tester dans la vraie vie. Ça sécurise un parcours, c'est-à-dire qu'on a tout éprouvé, normalement, le modèle économique, la stratégie, l'association avec son partenaire, si c'est le cas, son associé, avant de décider de s'y matriculer. Donc forcément, ça sécurise le développement de l'entreprise dans les premières années. Bon, très bien. Une actualité en particulier ou... Alors, il y a une actualité effectivement en particulier, puisque cette semaine, on a organisé avec Ulule, qui est un site de financement participatif, une conférence qui aura lieu à l'ISEG. Là aussi, vous pouvez aller soit sur notre Facebook, soit sur nous appeler pour que nous puissions vous inscrire sur cette conférence. D'accord, le Facebook, c'est Anabase. Oui, voilà, Anabase. Très bien, on vous remercie Laetitia pour toutes ces informations. Jacques, on va passer à notre dernier invité. Oui, après avoir parlé de la création d'entreprise, de l'insertion sociale et professionnelle, de la formation également avec la ressourcerie, on va aussi revenir à la formation. Sur le territoire. Sur le territoire cette fois. Quels sont les organismes de formation existants ? Et aujourd'hui, on a invité le CREFOPS à venir nous parler de son activité et à qui s'adresse-t-elle et pour qui, pourquoi. Donc, on a invité son directeur, Jacques, Monsieur Ménil, ici présent. Bonsoir, Monsieur Ménil. Bonsoir. Donc, Jacques le disait, vous êtes directeur du CREFOPS. Alors, on rappelle ce que c'est que le CREFOPS. C'est le centre de recrutement et de formation du personnel de sécurité. Alors, dit comme ça, effectivement, ça paraît assez large pour ceux qui ne s'y connaissent pas dans le domaine de la sécurité. Mais justement, vous allez nous éclairer de vos lumières, Monsieur Ménil. Alors, qu'est-ce qu'on entend par personnel de sécurité ? Qui c'est finalement ? C'est le vigile qu'on voit à la sortie du magasin ? C'est celui qui se tient près de l'instincteur dans une salle de concert ? C'est quoi c'est les deux en fait. C'est carrément les deux. Donc, le CREFOPS, initialement, est dévoué à former des agents de sécurité. Comme vous l'avez dit, vulgairement les vigiles. Bon, maintenant, ils ont une appellation un peu plus honorable. On les appelle les agents de prévention et de sécurité. Les fameux APS. Absolument, c'est ça. Déjà, ça redonne, ça étoffe un peu le blason, ni plus ni moins.
Et puis en dehors de ça, c'est quand même une formation qui commence à être intéressante, puisque on forme des agents 140 heures, donc il y a une vraie formation derrière tout ça. Oui, 140 heures, donc ça fait à peu près un mois de formation. Un mois de formation, clairement, 4 semaines de formation sur un rythme de travail de 35 heures, donc voilà. Donc la formation est de qualité, de plus en plus. Elle nous a été finalement, elle nous a été rendue obligatoire par l'État. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire. Absolument. Surtout pour des bâtiments qui accueillent du public, notamment, quoi. Oui, mais après, pas seulement. Pas seulement. En fait, l'État a imposé les organismes de formation, enfin les entreprises de sociétés de sécurité et de gardiennage, à ce que les agents disposent d'une aptitude professionnelle. Et en fait, on obtient cette aptitude professionnelle en passant le CQP, donc le certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité, qui donne donc cette aptitude professionnelle, et de ce fait peuvent se faire embaucher par les sociétés de sécurité et de gardiennage. Ça, c'est un premier volet des agents de sécurité, pour reprendre vos termes du début, vigile. Les fameux APS. Les fameux APS, on va dire ça maintenant. C'est plus sympa pour eux, en tous les cas. On les salue s'ils nous écoutent. Et ensuite, on a une autre catégorie d'agents les agents de sécurité incendie. Incendie, ouais. Qu'on trouve un peu plus particulièrement dans les établissements de recevement du public. Vous citez le Rocher-Palmer tout à l'heure, notamment dans les salles de spectacle, mais pas que. Il y a aussi les centres commerciaux, les établissements de soins, les hôpitaux, maisons de retraite, enfin, la législation impose d'avoir... Et donc on s'aperçoit que finalement il faut beaucoup d'agents de sécurité. Ben oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils sont pas présents. Alors dans le privé, mais aussi dans le public, les collectivités aussi ont besoin d'agents de sécurité. Bien sûr. Enfin, toute collectivité, puisque un centre hospitalier est une collectivité en soi, et donc la réglementation, en fonction de leur taille, impose d'avoir des agents de sécurité incendie dans leur établissement. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée justement à partir de combien de personnel en d'entreprise il faut une qualification pour au moins une personne, pour tant de personnes C'est assez variable. Disons que ça marche par 1500 ou 3000 personnes, mais ça dépend ce qu'on appelle nous le type et la catégorie de l'établissement, puisque on ne pourra pas déterminer un nombre de personnels à avoir à la fois dans un centre hospitalier où on estime que les ressources peuvent être importantes, ou d'un centre commercial. Vous prenez les grands centres commerciaux qu'il y a autour de la Cube, est quand même conséquent, donc on imagine qu'il y a beaucoup d'agents de sécurité, ou alors d'une simple, on va dire, petite maison de retraite qui accueille 50 lits, et auquel cas on n'aura pas forcément les mêmes obligations, voire pas d'obligations du tout, tout simplement. D'accord. Alors aujourd'hui, vous formez à Florac, vous êtes installé à Florac. 151 quai de la Souille à Florac. On peut aller vous voir sur un site internet. Oui, www.crefops.com. Alors pour donner une petite idée, tout de même, c'est alors une formation... On fait pas que ça quand même. Oui. Alors, vous voulez nous dire un peu sur d'autres activités ? Non, on fait pas que ça. Donc ça, c'est notre cœur de métier, c'est vraiment la formation d'agent de sécurité, clairement. Oui, c'est vrai que vous avez d'autres formations. Absolument. Un petit mot sur les autres formations. Oui, on fait aussi tout ce qui est formation hygiène et sécurité au travail, en passant par le secourisme aussi. Ouais, secourisme, incendie, exercice évacuation. D'accord. Donc là, ça concerne pratiquement tout le monde. Là. J'ai envie de dire, sensibiliser son personnel, le former, quoi faire en cas d'incendie. Ça, c'est tous les employeurs. Alors, c'est toujours un sujet qui fait mal parce que c'est l'obligation de résultat en matière de sécurité pour tout chef d'entreprise. Mais effectivement, on surfe sur ce sujet-là. Et donc, c'est des formations à caractère obligatoire. Toute entreprise est censée réaliser ce genre de prestations. Bon, pour donner un ordre d'idée sur les tarifs, donc pour un APS, on l'a dit tout à l'heure, vous avez parlé de cette formation, c'est environ 1 300 €, mais c'est pour 140 heures et c'est sur un mois. Pour un agent de sécurité incendie, c'est un peu moins cher parce que la formation prend moins d'heures, c'est 70 heures, c'est aux environs de 1 000 €. 1 000 €, c'est ça. Voilà. Et alors, justement, un mot sur les financements, parce que quand on dit aux entreprises c'est obligatoire, ils commencent à dire, mais attendez, est-ce que je l'ai prévu, je ne l'ai pas prévu dans mon budget ? Alors, le plus souvent, c'est le financement de ces formations est pris en charge par l'État. Alors, on différencie deux choses. C'est-à-dire que la formation d'agent de sécurité, c'est sur une niche d'emploi où il y a beaucoup de turnover, et le Pôle emploi a fixé des métiers repères, et les métiers d'agent de sécurité en faisaient partie. Et donc, le Pôle emploi ainsi que le Conseil général a beaucoup financé les financements personnels de demandeurs d'emploi qui voulaient se former en tant qu'agent de sécurité. En ce qui concerne les formations dont vous faites
dont vous me demandez, c'est surtout formation d'entreprise. Il y en a qui sont pris en compte dans le cadre des plans de formation des entreprises, et auquel cas, c'est neutre, hein, c'est ni plus ni moins, c'est le fonds de finance formation d'entreprise. Oui, l'entreprise cotise, absolument, formation. Comme toute entreprise. Bon, maintenant, il y a un petit bémol, hein, tout ce qui est formation à caractère obligatoire en matière de sécurité, généralement, c'est sur les fonds propres de l'entreprise malgré tout. Donc c'est la volonté ou non du chef d'entreprise à réaliser ce genre de prestations. Mais pas que, hein. Vous citiez la formation de sauveteur secouriste du travail. Généralement, elles sont prises en compte par les OPCA. Très bien, donc on peut parler, on va dire, d'un partenariat avec Pôle emploi, le Conseil général. Enfin, vous travaillez ensemble. On travaille ensemble. Mais alors, la démarche à suivre pour un chef d'entreprise qui nous écoute, c'est dit, bon, il faut que je prenne des renseignements là, justement, là-dessus. Il faut qu'il passe d'abord par vous. Oui. Qui ne cherche pas son plan de financement, il vient vous voir d'abord. Vous allez peut-être l'orienter, justement. Alors, nous, on va l'orienter, hein, parce qu'il y a plein de filières possibles. La meilleure des solutions, c'est de nous contacter. Hein, donc, on redonne un numéro de téléphone. Ouais, au 05 57 77 24 18. Ou sinon, il y a notre site internet www.crefops.com. Merci, Monsieur Ménil, encore une fois, pour le CREFOPS de Florac. Jacques, on arrive à la fin de cette émission. Évidemment, ça va très vite. Voilà, il nous reste quelques minutes quand même pour que Alexandra nous dise à nouveau quelques mots et nous donne des rendez-vous pour pouvoir reprendre tous ces contacts qu'on a pu entendre. Parce que c'est difficile, hein, quand même. Un certain nombre de numéros de téléphone, de sites qui nous sont donnés, c'est difficile. Moi, je voudrais remercier vraiment tous ceux qui sont venus d'abord ici à cette émission, parce que je crois que ce soir, encore une fois, on a appris beaucoup de choses avec vous, et j'espère que les auditeurs aussi. Donc pendant 1 heure, ça nous permet d'apprendre plein de choses sur l'économie du territoire. Donc je voudrais vraiment, avec Jean-Christophe et Alexandra, vous remercier. Voilà, Jean-Christophe. Et puis justement, pour continuer l'émission, l'écho des entreprises, on va pouvoir la retrouver grâce à Alexandra, à la fois sur Facebook, sur Twitter, on pourra retrouver les contacts utiles. Enfin, Alexandra, c'est à toi. Merci beaucoup. Effectivement, vous allez retrouver toutes les informations, nos invités, les informations sur nos invités, et faire le replay de l'émission aussi. Vous allez nous retrouver sur facebook.com/éco-entreprise, tout attaché, éco-entreprise et ECHO, entreprise, tout attaché. Et voilà, donc nous avons notre compte Facebook, bientôt notre compte Twitter, nous sommes présentes aussi sur Google+, et l'agenda rendez-vous éco des entreprises sera tout à fait disponible pour vous, pour que vous retrouviez toutes les informations, et des photos sur nos invités, un joli reportage photo. Que d'ailleurs, un remerciement pour une grande photographe qui nous a rejoint sur cette émission. Tout à fait. Notre photographe de ce soir, c'est Désiré Castillo de Desirod, qui fait un joli reportage. Donc, tous nos invités seront sur Facebook. Donc, on retrouve voilà, toutes les infos sur l'écho des entreprises, voilà, passées et à venir, donc sur Facebook et sur Twitter, l'écho des entreprises. Hein, Alessandra. L'écho des entreprises, tout à fait. N'oublie pas, Éco Entreprise, c'est l'adresse sur Facebook, Éco, ECHO, Entreprise, tout attaché. Jacques Blouin. Oui, mais reste. Allez-y. Je remercie tout le monde. Alors justement, on voulait vous remercier. Donc on remercie Jackie Lacan pour Saveur Métis. Un mot ? Oui, j'ai oublié de dire que nous avons mis 500 mètres carrés de jardin, et puis notre restaurant il fait 400 mètres carrés. Donc, oui, c'est vrai que c'est très spacieux. Oui, voilà. Des donc, grandes salles. Venez on va s'y retrouver bientôt pour les mariages et tout. Et puis on a un potager qu'on est en train d'exploiter. Venez chez nous. Vous ne serez pas déçus. Très bien, donc Jackie Lacan pour Saveur Métis à Lormont. On remercie aussi Bruno Ojard, délégué de la formation, délégué de la Fondation Orange. On remercie Monsieur Dehaze pour la régie de quartier et la ressourcerie de Senon. Nous remercions aussi Monsieur Caïd pour l'atelier d'éco solidaire. Nous remercions Laetitia Ferrand-Vihu pour Anabase, couveuse d'entrepreneurs. Et enfin, Monsieur Ménil, directeur du CREFOPS. Merci à tous et à très bientôt, Jacques. Dans 15 jours. Dans 15 jours, voilà. Merci. On remercie Jérôme à la régie.